On l'a facilement oublié, mais Vladimir Poutine aurait pu perdre le pouvoir en Russie le 4 décembre 2011. À l'époque, l'Europe et l'Amérique parlent, au lendemain d'un scrutin extrêmement serré, bien plus serré que prévu aux législatives, de fraude et de manipulation électorale. Et des hackers patriotes, encouragés par le FSB, vont bloquer les sites de 14 médias russes indépendants pour cacher la vague de protestations qui s'organise d'abord sur les médias sociaux, puis dans la rue, à l'appel des partis politiques qui contestent les résultats des législatives. Poutine dénonce immédiatement une ingérence américaine dans le processus électoral en accusant Hillary Clinton, qui soutient ouvertement les manifestants russes, d'avoir fomenté la contestation des élections. Et le gourou de Vladimir Poutine, en ce qui concerne en tout cas la guerre de l'information, qui est un ancien collègue du KGB devenu doyen de l'académie diplomatique, Igor Panarin, appelle à l'heure à la guerre en réseau, celle qu'Alexandre Douguine, l'idéologue de Poutine, avait définie en 2007 comme l'exploitation de réseaux non militaires pour saper l'autorité de l'adversaire en générant des dissensions au sein même de sa société civile. Et après ce qu'on a appelé les révolutions de couleur, eh bien Poutine pense que la guerre en réseau menée par les Américains, menée par l'Occident, vise directement à le renverser. Alors il se jette dans une forme de réciprocité, de guerre réciproque, il lance sa propre guerre de réseau en représailles et on vit toujours aujourd'hui, 12 ans, 13 ans plus tard, dans cette guerre. Cette guerre qui met à jour une opposition qui n'a jamais finalement cessé après la guerre froide entre les Américains et leurs alliés de l'OTAN et entre les Russes et leurs amis non alignés. Le filtrage d'Internet et sa séparation du réseau mondial, la structuration en Russie d'armées de fermes de trolls, la collecte de la donnée des citoyens grâce à des backdoors et ces fameuses portes dérobées sur les bases de données des réseaux sociaux russes comme étrangers va permettre à Poutine de mettre au pas en 2 ans à peine l'ensemble de l'Internet russe qui représente à l'époque en 2013 8,5% de son PIB quand même. Poutine a même un fonds souverain qui s'appelle Rousnano qui va investir dans les technologies de pointe de la Silicon Valley pour les espionner, pour les copier, pour d'une certaine manière les saboter. Et dès 2017, il dit publiquement que celui qui deviendra le leader de l'intelligence artificielle sera le maître du monde en 2017. Parce que plus que de se protéger des ingérences, Poutine a organisé sa propre ingérence en mettant dès 2012 son soft power au service de la déstabilisation des pays occidentaux et a fortiori des élections, notamment dans les pays sous influence occidentale, en passant par exemple par sa propre agence de presse, Sputnik, et par sa chaîne Russia Today, RT donc, qui depuis 2013 développe avec sa propre agence de production de vidéos, Ruptly, qui est basée à Berlin, eh bien, ce fameux street journalism. Pourquoi Poutine décide que ces médias à l'étranger doivent être le fer de lance de ce journalisme qui couvre les événements en direct avec des images brutes? Eh bien, parce que à l'époque, il comprend que les citoyens veulent être acteurs des manifestations, acteurs de la contestation, et que pour cela, eh bien, leur montrer des images brutes, des images de la street, va leur permettre d'avoir le sentiment de sortir des médias mainstream. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à part la branche internationale de la BBC, aucun média ne fait mieux en termes d'audience que Sputnik et RT. Ces médias revendiquent en 2018 100 millions de téléspectateurs hebdomadaires, dont 43% en Europe. On assiste au premier cas de guerre hybride à la russe, c'est-à-dire une guerre politique qui vise à amplifier les polarisations politiques, idéologiques, économiques, toutes les fractures sociales, toutes les failles au sein de la société de l'adversaire pour l'empêcher de combattre la Russie et ses intérêts. C'est en fait la militarisation de l'information, et elle va avoir d'ailleurs en Ukraine son premier cas d'école en 2014, lorsque, on l'a dit, le président pro-russe Viktor Yanukovych se fait renverser par les manifestants de la place Maïdan, auquel la bête noire de Vladimir Poutine, John McCain, est venu apporter son soutien aux côtés de la secrétaire d'État adjointe des États-Unis aux affaires européennes et eurasiatiques. Cette femme s'appelle Victoria Nuland, et comme son nom ne l'indique pas, ses grands-parents étaient des juifs russes orthodoxes qui ont fui le régime du
tsar, le régime stalinien, pardon, après le tsar, pour émigrer dans le Bronx. Et c'est cette Victoria Nuland, la petite protégée d'Hillary Clinton, dont elle a été la porte-parole en 2011. Alors Vladimir Poutine va publier sur YouTube toute une conversation téléphonique où Victoria Nuland dit à l'ambassadeur américain en Ukraine que l'Union européenne tergiverse beaucoup trop à ses yeux, et elle le dit en 2 mots, fuck EU. 3 semaines plus tard seulement, Yanukovych est destitué par le Parlement ukrainien. Et à ce moment-là, eh bien, un gouvernement pro-russe est placé en Crimée. C'est ce gouvernement qui va organiser ensuite un référendum, évidemment un référendum qui va permettre à la Russie d'annexer la Crimée sans, à l'époque, que l'OTAN ne réagisse. Les Occidentaux, à l'époque, avaient élaboré, pendant des décennies d'ailleurs, des plans extrêmement complexes de défense de l'Europe en cas d'invasion soviétique et puis russe. Seulement là, ils n'étaient pas préparés à cette guerre de l'information. Et l'OTAN, à l'époque, va organiser, à Kiev d'ailleurs, des formations à ce qu'ils appellent les actions civilo-militaires. En fait, c'est simplement des formations pour des blogueurs qui sont absolument seuls à contrer sur Internet le narratif russe qui est répété à l'infini. Ce narratif, il dit absolument la même chose, à savoir que les manifestants pro-européens sont des nazis qui sont manipulés par l'Occident et qui organisent l'instabilité chronique de l'Ukraine pour déstabiliser la Russie, parce que l'Ukraine est historiquement une partie de la Russie. Leurs bras armés, eh bien, ce sont des entreprises privées, des entreprises qui servent en fait de fabrique d'informations, d'usines d'informations. La plus importante, elle s'appelle Concorde. Et en contrepartie de contrats publics très juteux, eh bien, elle va alimenter une ONG qui s'appelle l'Internet Research Agency, qui va employer des centaines d'opérateurs dont le but est de publier en ligne des commentaires, puis des articles pour désorganiser l'opposition et finalement va participer très activement aux guerres de l'information à l'étranger. Cette société Concorde, elle est basée à Saint-Pétersbourg, elle est dirigée par un homme que vous connaissez, qui s'appelle Prigogine et qui est le patron de Wagner. C'est ce montage d'ailleurs qui permet à Poutine de maintenir cette fiction, ce fantasme où des hackers patriotiques russes agiraient en totale indépendance. Et ça n'est que lorsque Wagner, qui partage donc avec Concorde le même fondateur, le même patron, eh bien, va avoir maille à partir avec le pouvoir russe, que les Russes vont avouer être le commanditaire de toute cette stratégie du chaos qui, justement, a failli se retourner contre Poutine en juillet 2023. Parce que quand Prigogine a estimé qu'il n'était plus assez sécurisé par le ministère de la Défense russe, il s'est retourné contre les chefs militaires et donc contre le Kremlin pour avoir la tête, les 2 têtes pensantes de l'armée russe. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'auparavant, on avait permis de modifier la participation de sa force militaire par les Occidentaux. Comment ? Bien en affaiblissant justement la détermination et l'unité des pays de l'OTAN à entrer en guerre contre lui, contre Poutine, en donnant une caisse de résonance à toutes les voix critiques en Occident pour proposer justement dans ces médias, dans cette propagande russe, un miroir inversé des révolutions de couleur. Et pour dire aux Européens, regardez, on ne tendra pas la joue gauche, ce que vous nous avez fait, on peut le faire chez vous, en soutenant par exemple l'extrême droite dans la plupart des pays européens. Et la propagande russe a réussi quand même à miner l'Union européenne de l'intérieur et à retourner finalement la démocratie contre elle, par exemple en soutenant le Brexit, et notamment son allié, son leader Nigel Farage, qui travaille, qui est payé par le site Breitbart News de Steve Bannon, et qui a été très largement financé pour sa campagne Brexit par un homme qui s'appelle Aaron Banks. C'est un Britannique, mais sa femme est russe. Et il a racheté, juste avant d'investir près de 10 millions d'euros dans la campagne du livre, c'est le don le plus important jamais versé au Royaume-Uni pour une campagne, et bien juste avant ça, il a investi dans des mines d'or russes. Il les a rachetées. La série Brexit, où Benedict Cumberbatch joue le rôle de Dominic Cummings, montre extrêmement bien que 40% du budget de la campagne a servi à payer une filiale de Cambridge Analytica pour diffuser des publicités ciblées sur Facebook, justement grâce à leur algorithme, on en reparlera, qui permet de toucher des millions d'électeurs jusqu'alors hors des radars des partis politiques, et des électeurs qui ont un prisme mental,
qui les pousse à aller vers la radicalité, vers l'action violente. De l'autre côté de l'Atlantique, Trump a exactement les mêmes méthodes, et les Russes vont aussi soutenir les indépendantistes dans des référendums en Écosse et en Catalogne, comme absolument tous les partis d'extrême droite, dont les banques russes assurent depuis longtemps déjà le financement, tandis que le renseignement militaire russe encadre, dans un secret plus ou moins d'ailleurs éventré, la formation idéologique et en ligne de leurs militants, notamment d'ailleurs grâce à un réseau européen d'écoles de Systema. Le Systema, c'est un art martial russe. Et bien sûr, depuis son intervention militaire en 2015 en Syrie, la Russie s'est érigée en défenseur des chrétiens d'Orient, en défenseur des valeurs traditionnelles, familiales, chrétiennes, et finalement en rempart contre le terroriste islamiste et contre la vague migratoire qui, à l'époque, en 2015, inquiétait énormément l'Europe. Il y a un documentaire génial que je vous recommande qui s'appelle Scandale, et une série qui s'appelle King of Stonks, et qui évoque un scandale en Allemagne qui s'appelle Wirecard. C'est le nom d'une société de paiement en ligne qui a été fondée en 1999, l'année justement de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Et en 10 ans à peine, Wirecard a pu rentrer au DAX 30, avec une valorisation similaire à celle de la Deutsche Bank, la plus grande institution bancaire allemande, avec quand même 15 fois moins de salariés et 15 fois moins de chiffre d'affaires. Et finalement, on a compris à un moment donné que cette société n'était que la banque des mafieux, des sites porno et du jeu en ligne, et surtout que près de 2 milliards présents à son bilan, en fait n'avait jamais existé. Son PDG, qui était un Autrichien un peu mégalomane, qui se prenait pour le Steve Jobs de l'Allemagne et sa zone d'influence, a été en juin 2020 emprisonné au moment de la révélation par le Financial Times de ce scandale, un scandale qui évidemment a fait chuter le cours de bourse de Wirecard et qui a mené cette licorne à la faillite en quelques jours. La ligne de défense de cet Autrichien, c'est de dire qu'en fait, lui, il n'a pas du tout participé à la fraude, mais que c'est son directeur des opérations, celui qui l'a ramené dans cette affaire, Jan Marsalek, qui aurait tout organisé. Et ce Jan Marsalek, là, c'est du lourd. Il a pris la fuite en juin 2020, donc immédiatement pour Moscou, là où les services de renseignement l'attendaient pour le protéger. Et il vivait à Munich, dans une sublime villa, juste en face du consulat russe. C'est pas un détail, parce que cet homme, Marsalek, a tenté de monter avec les miliciens de Wagner une opération pour arrêter en Libye les migrants voulant se rendre en Europe. C'est un ancien procureur autrichien qui connaît très bien le dossier et qui dit, au propos de Marsalek, qu'on peut être le meilleur espion d'Europe, probablement. On peut aussi être le meilleur escroc d'Europe, mais il est impossible d'être les deux en même temps. Et ce proche du dossier dit même que rétrospectivement, on pourrait se dire que Poutine a acheté Marsalek et l'a fait rentrer en 2000 volontairement dans la start-up en lui disant « transforme-moi ça dans une entreprise à succès et puis fais tout péter ». Et il est vrai qu'Angela Merkel et son ministre des Finances d'alors, Olaf Scholz, qui ensuite prendra sa relève, ont été très gênés par ce qui a été le plus gros scandale financier en Allemagne depuis la guerre. Aux États-Unis, on voit que RT relaie le mouvement Black Lives Matter, qui est né en juillet 2013 après l'acquittement de l'assassin d'un adolescent noir appelé Trayvon Martin. Et à l'époque, les 150 propagandistes russes, menés d'ailleurs par le chef de Wagner au sein de l'IRA, vont publier chaque jour des milliers de contenus, allant jusqu'à utiliser des Pokémon. Vous savez, les Pokémon sur l'application Pokémon Go, des Pokémon qui encourageaient les militants noirs à se rassembler pour foutre le bordel, pour créer du trouble. Les trolls russes gèrent au moins 10 comptes chacun, et ils tweetent plus de 50 fois par jour. Un d'eux a même témoigné de la difficulté que ça représentait, de passer d'une minute à l'autre de l'argot des Afro-Américains du Bronx à la terminologie des rednecks du Kentucky. Parce que c'est aussi ce qu'on leur demande, c'est de créer des profils qui vont ressembler le plus à la réalité. C'est un petit peu le combat Potemkin dans une forme, selon ce repenti d'une ferme à trolls, de vrai post-modernisme. Et le général Allen, l'émissaire spécial donc, du président pour la coalition contre l'État islamique, va établir en 2014 un parallèle
entre Poutine et Daesh, en disant, je le cite, qu'ils veulent tous les deux renverser l'hégémonie de l'information et l'autorité morale de l'Occident. Hillary Clinton va avouer en interne que les Russes sont en train de remporter la guerre mondiale de l'information en dépassant tout simplement les Américains, mais dans des endroits qui sont stratégiques et qui sont d'habitude des endroits atlantistes. Par exemple, l'Allemagne. Comment? Eh bien, en répétant à l'infini des mensonges, exactement comme à l'époque soviétique, mais aujourd'hui sur des plateformes de notre époque, des plateformes du XXIe siècle et le comble des plateformes américaines. Et quand Clinton prépare sa campagne présidentielle, elle veut s'empresser de révéler au public la corruption de Vladimir Poutine et des oligarques qui l'entourent, parce qu'elle sait qui sont à ses trousses et qui vont essayer de l'empêcher de gagner la présidence des États-Unis. Alors elle lance un groupe d'information sur la Russie qui doit servir de relais à des ONG, et elle donne la main discrètement au général Allen, qui dit à l'époque que l'information est le champ de bataille ultime, celui où se joue toute la partie, plus seulement une partie de l'affrontement, de la guerre pour l'hégémonie dans le monde. Il dit même, Allen, à ses équipes que la mesure sur le champ de bataille de l'information, c'est le temps désormais, et non plus l'espace physique. Pour lui, la sphère de l'information est simplement la seule où on peut réagir à la vitesse de la lumière, et où, dans le même temps, le résultat peut durer éternellement. Seulement, les Américains sont confrontés, sont handicapés par une loi qui date de 1974 et qui les interdit de collecter des informations personnelles identifiables. En plus, ils ne peuvent pas recourir, eux, contrairement au Kremlin, à des sociétés extérieures pour le faire. Ce qui montre que les dictatures et les démocraties ne se battent pas à armes égales dans cette guerre de l'information. En juin 2014, la directrice de l'Internet Research Agency, vous savez, les fermes à trolls du Kremlin, elle s'appelle Alexandra Krylova. Et à l'époque, elle a carrément parcouru 9 swing states américains. Vous savez, c'est ces états clés qui peuvent passer d'un parti à l'autre et donc faire ou défaire une élection présidentielle. Elle y allait en juin 2014 pour se familiariser avec la vie politique américaine. Dès son retour à Saint-Pétersbourg, elle a lancé une campagne qui visait à polariser la vie politique américaine dans un seul but, celui de fragiliser Hillary Clinton. Et lorsque Clinton se déclare candidate à la succession de Barack Obama en avril 2015, eh bien, tous les médias internationaux russes, donc RT par exemple, vont la présenter d'abord comme malade et ensuite comme corrompue. L'ensemble de ces fake news vont être repris, on l'a dit, à la fois par les gens les plus radicaux, les plus conservateurs du Parti républicain, notamment le fameux Roger Stone, puis ensuite par Donald Trump, qui progresse peu à peu lors des primaires républicaines en reprenant plusieurs fake news russes, dont par exemple, vous savez, l'histoire du lieu de naissance de Barack Obama, son certificat de naissance. Et Poutine va aller encore plus loin dans l'ingérence américaine. Il rencontre Jill Stein, c'est, vous savez, la candidate des Verts américains, et la Russie la soutient depuis 2012, probablement financièrement, mais aussi en la mettant en avant sur ses chaînes, pour qu'elle rafle des voix aux démocrates, ce qui va finalement permettre à Donald Trump, en effet, de gagner l'État du Wisconsin, par exemple. Et quand Poutine la rencontre, c'est au gala des 10 ans de RT, et à cette table, il y a un autre Américain, qui s'appelle Michael Flynn. C'est l'ancien directeur de la Defense Intelligence Agency. Et à l'époque, il est en lice pour former un ticket avec Donald Trump et pour devenir son vice-président. Et dans la foulée, eh bien, Poutine va déclarer publiquement que Donald Trump est, je cite, le leader absolu de la course à la présidentielle et que Poutine accepterait de passer à un degré plus approfondi de relations avec les États-Unis si Trump est élu, puisque c'était une de ses promesses de campagne. En janvier 2016, on sait depuis que Poutine a réuni son Conseil de sécurité nationale pour lancer une opération secrète, une opération d'interférence dans les élections américaines qui visait à soutenir Donald Trump, qui qualifie pourtant d'individu impulsif, mentalement instable et déséquilibré, souffrant d'un complexe d'infériorité, mais donc c'est lui, Trump, le plus à même pour Poutine de déstabiliser le système sociopolitique américain et d'affaiblir à long terme la fonction présidentielle américaine. Eh bien, la méthode russe va fonctionner à merveille. Cette méthode,
c'est d'insérer des virus médiatiques dans la vie publique américaine. Des virus qui vont pouvoir s'auto-entretenir, s'auto-reproduire et finir par altérer la conscience de masse, en tout cas celle de certains groupes sociaux en Amérique. Barack Obama, à l'époque, est mis au parfum de cette stratégie et de cette réunion par ses services de renseignement. Et il lance un Global Engagement Center, on est en mars 2016, à 6 mois de l'élection présidentielle américaine. Ce que veut faire Obama, c'est associer les GAFAM et les ONG à la contre-propagande qui est menée déjà par les agences publiques américaines. Seulement, en juillet 2016, Wikileaks va publier 20 000 mails et 8 000 pièces jointes qui sont issues, vous savez, de la boîte mail piratée de John Podesta, qui est le principal collaborateur d'Hillary Clinton. Et à l'époque, les fermes à trolls de Saint-Pétersbourg, donc l'IRA, va organiser depuis son siège, là-bas, à des dizaines de milliers de kilomètres, et bien des centaines de manifestations sur le sol américain. Et l'IRA va suivre, via des caméras de surveillance en direct, les rassemblements où, parfois d'ailleurs, des suprémacistes blancs se pointent armés, avec des armes de poing. Les trolls russes n'en reviennent même pas de la crédulité des citoyens lambda américains et de leur capacité à les manipuler, à manipuler l'agenda politique et à polariser sans cesse davantage, jour après jour, la vie politique américaine. Pendant la campagne de 2016, 400 000 bots se sont affrontés sur Twitter. Et les 2/3 étaient en faveur d'un seul candidat, Donald Trump. Ces tweets à Trump ont été retweetés 500 000 fois par des comptes russes. Sur Facebook, l'IRA a obtenu 73 millions de likes, de partages et de commentaires sur 10 millions de publications en dépensant seulement 100 000 $ de publicité ciblée. Mais avec un taux d'engagement absolument phénoménal de 24%. Pourquoi ? Eh bien parce que petit à petit, les médias commençaient à reprendre les contenus de l'IRA pour les porter à la connaissance de leurs lecteurs dans un souci d'information. La plupart du temps d'ailleurs en disant que c'était probablement du complotisme. Mais ça leur donnait sans cesse plus d'audience et plus de crédibilité. Si bien qu'au plus fort de la campagne, l'IRA, en investissant seulement 1,250 milliard $ par mois, a réussi à dicter l'agenda médiatique d'une campagne dont le budget global général a été de 2,4 milliards de dollars. Poutine a réussi à aller encore plus loin que ses fermes à trolls. Il a enfoncé le clou en organisant des exercices de défense civile en octobre 2016, juste avant les présidentielles américaines, auxquelles 40 millions de Russes ont participé bénévolement. Trump, à l'époque, pouvait continuer de dire que la victoire de Clinton aboutirait à un conflit mondial. Et au final, d'ailleurs, Poutine n'aura pas tout à fait tort lorsqu'il déclara en décembre 2016 qu'absolument personne ne croyait aux chances de victoire de Donald Trump à part lui, à part les Russes. Et après d'ailleurs cette victoire surprise, Poutine va encore accélérer sa stratégie en organisant des manifestations anti-Trump dans des villes américaines dont Washington pour continuer sa stratégie du chaos, pour continuer à polariser encore plus le jeu politique américain et notamment le débat intérieur au parti républicain. Et c'est en continuant d'accroître le chaos politique chez son adversaire de toujours que Poutine se dit qu'il s'est bien vengé des événements de 2011 et maintenant, eh bien, il lui reste à se venger du plus important, du crime originel de la chute de l'URSS.